Bonjour, bienvenue à Micro. Aujourd'hui, Ghislain Lévesque va nous donner plein de conseils pour le logiciel Eudora. Yves Rochefort et Luc Fortin, tant qu'à eux, vont nous présenter les dernières nouveautés sur le marché. Pour ma part, je serai votre médium sur Internet, mais sans plus tarder, on commence par traiter du recyclage informatique. Je suis en compagnie de Éric Levasseur de Transtechno, une compagnie qui œuvre dans le recyclage informatique. Bonjour, Monsieur Levasseur. Bonjour. Depuis quand existe votre jeune entreprise? C'est le cas de le dire, l'entreprise est vraiment jeune. On peut vous dire que c'est sur pied depuis environ 4 mois que ça opère là, vraiment toute la semaine durant. Mais le projet a pris forme il y a beaucoup plus longtemps. Là. On parle d'une année de recherche environ avant de mettre sur pied la compagnie. Donc le projet a 1 an et 4 mois en tant que tel. C'est quoi les pièces que vous recyclez dans un ordinateur? Est-ce que ce sont les chips ou... On recycle environ 95 % de toute matière informatique ou électronique. Mais on est surtout spécialisé dans l'informatique, il ne faut pas se le cacher. Mais le 5 % qui reste, on peut dire que c'est certaines sortes de plastique ou du verre qu'on n'a pas réussi à dépolluer, qui est contenu dans les écrans RGB ou CGA, les vieux écrans du temps. C'est assez difficile de recycler ces matières-là, mais on cherche encore des débouchés pour ce 5 %-là. Soit une matière de combustion pour des entreprises de ciment ou d'autres entreprises qui pourraient se servir du plastique qui est non recyclable pour en faire une source d'énergie. OK. Mais ce que vous recyclez, c'est quoi, l'or, le platine? Bon. En premier, on va chercher à repasser dans un marché secondaire les pièces qui peuvent être encore utiles à des compagnies ou des particuliers pour soit remonter des systèmes ou refaire de nouveaux appareils. On parle qu'il y a plusieurs pièces dans peu importe l'appareil informatique, sa taille ou sa puissance. On parle de chips, les petits chips en céramique qu'on voit. Le plus fréquemment désigné, c'est le processeur. Bon, ça, c'en est un chip, mais il n'y a pas juste ceux-là. Il y en a une foule de chips. Des chips de mémoire, des chips de cache, des processeurs, toutes sortes comme ça. Il y a plusieurs compagnies aux États-Unis comme au Canada qui recherchent ces pièces-là pour soit développer, faire de la recherche et développement. Ça leur coûte moins cher d'utiliser des pièces qui ont été recyclées en tant que telles, ou pour vraiment là, monter des nouveaux produits. On parle de systèmes d'alarme, on parle de nouveaux boards pour ordinateur ou de jeux vidéo, aussi simple que ça. OK. Aussi, vous prenez certaines de ces pièces-là pour refaire de nouveaux ordinateurs à bas prix? C'est ça. Au tri, parce qu'il y a vraiment un tri qui va se faire au départ, les techniciens vont être en mesure d'évaluer les pièces qui peuvent être encore utilisables dans les PC d'aujourd'hui. On parle d'un PC là, qui peut faire rouler là, les applications généralement qu'on voit, là, Microsoft Word, Microsoft Excel. Avec ça, avec plusieurs ou avec une, on réussit à faire quand même certaines bonnes pièces qui vont pouvoir être montées dans de nouvelles machines qui sont destinées au marché secondaire pour les utiliser, pour les gens qui veulent investir moins dans l'achat d'un micro-ordinateur ou dont leurs besoins sont moins élevés. On parle d'utilisateurs qui n'ont pas besoin nécessairement de faire du AutoCAD ou des trucs comme ça. Ils n'ont pas nécessairement envie de dépenser 3 000 $ pour une nouvelle machine. Alors, chez nous, ils peuvent avoir une machine plus abordable. On parle, les prix peuvent débuter là, à 400 jusqu'à... Bon, ça dépend toujours là, de la machine. Ça varie. C'est ça. Puis, quelles sont les diverses étapes là, du recyclage? Bon, la première étape est le tri en tant que tel. C'est-à-dire que les équipements vont arriver chez nous. Généralement, ça arrive en très grande quantité parce que chaque compagnie qui existe, qui a une petite ligne de vie, là, a des matières informatiques stockées à quelque part dont il ne sait quoi faire. La seule solution pour ces compagnies-là, avant qu'on arrive dans le marché, c'était d'appeler une compagnie comme Sanigestion et d'enfouir ces trucs-là. Ils payaient alors pour ça. Maintenant, avec l'arrivée de notre compagnie, on les paie pour récupérer cette matière-là. Donc, on va à la compagnie, on récupère ces équipements. Dépendamment de l'équipement, ça peut être payé au poids ou à la pièce, dépendamment de l'âge, de la puissance puis de la quantité des équipements. Une fois arrivés à l'usine, les équipements vont être triés par les techniciens pour savoir quelles pièces peuvent être réutilisables, quelles pièces vont aller directement au recyclage, puis quelles pièces vont être démontées pour la recycler en termes de pièces, comme on discutait tantôt. Une fois que le tri est fait, mais là, c'est la chaîne qui commence et les pièces sont démontées
et stockés selon leur valeur ou leur débouché, si on aime mieux, là. Mais est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'or, platine puis métaux précieux dans un ordinateur? Est-ce que c'est le Klondike? Disons que je ne conseillerais pas à tous les gens de partir avec leur chariot pour courir après les ordinateurs. Oui, il y en a. Il y a effectivement des métaux précieux dans l'ordinateur. On parle de l'argent qui est nécessaire pour les soudures, on parle de l'or, on parle du platine, on parle du palladium et du tantane. Tout ça se retrouve dans votre PC que vous avez sur votre bureau, c'est vrai. Mais ça a une valeur, une fois raffinée, d'environ 1,50 à 2,50 $, là, un PC en tant que tel, une fois raffiné. Donc, si on parle que quelqu'un veut se partir, veut aller chercher lui-même les métaux précieux dans sa machine, bien, ça implique qu'il va falloir qu'il parte une fonderie puis une raffinerie pour un 2,50 $. C'est pas donc, ça prend plusieurs tonnes de PC pour que ça soit rentable. C'est ça, c'est au volume qu'on peut rentabiliser l'entreprise en tant que telle. Si moi, j'ai un vieux TRS-80 qui dort dans mon grenier, que je veux le recycler, que je veux faire comme je recycle mon papier, mon verre, mon métal, que je veux recycler mon ordinateur, où est-ce que je peux aller? Il y a un bureau d'affaires qui est ouvert au public sur le boulevard Amel. C'est au 5237 boulevard Amel à Québec. C'est la suite 145. Les gens peuvent arriver là avec leur matériel, puis ils vont être payés soit, comme je vous expliquais tantôt, si vraiment c'est un XT ou un 80-88, vont être payés au poids pour leur machine, ou tout ce qui est supérieur à ce modèle-là va être payé à la pièce. Donc, on évalue le matériel, on fait un prix au client, puis il y a toujours le choix de dire oui ou de dire non. Mais le gros but de ça, c'est qu'au lieu de se retrouver dans les dépotoirs, le matériel est plutôt presque entièrement recyclé. Je mentirais de dire entièrement, là, il y a encore certains problèmes, mais c'est écologique en tant que tel. On vous remercie, M. Levasseur, et je vous félicite pour votre entreprise environnementale. Merci beaucoup. Au retour, Ghislain nous dévoile les secrets d'Eudora. Bonjour Ghislain. Bonjour François. Aujourd'hui, on voit un logiciel de courrier électronique qui est Eudora et qui est vraiment le plus populaire. Absolument. Eudora est le logiciel le plus utilisé pour le courrier électronique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une version qu'on appelle Lite, qui est un freeware, donc qui est gratuit, qu'on peut retrouver sur Internet et qu'on peut utiliser là, gratuitement. D'ailleurs, dans la plupart des trousses d'accès Internet, on retrouve là, ce logiciel-là. Tout à fait. Présente-nous l'interface du logiciel. Alors, c'est un environnement Windows, c'est intéressant pour ça. Donc, notre barre de menu, j'ai placé à l'écran la boîte d'entrée IN et la boîte de sortie OUT, dans laquelle on va retrouver dans le IN tous les messages qu'on a reçus et dans le OUT tout ce qu'on a envoyé. Est-ce que tu peux me donner des trucs, là? Mettons, je vais envoyer un message, comment on fait? OK. Pour envoyer un message, François, il faut d'abord démarrer, en fait, avec le menu Message. Je vais choisir Nouveau message, New Message. Et là, par la suite, c'est la fenêtre que je vais voir à l'écran. Donc, ce qui est important de voir, c'est qu'il y a une barre d'outils complètement ici dans le haut et on a l'entête du message, puis par la suite, le corps. Donc, dans l'option Tout, ce que je dois faire, c'est de placer l'adresse du destinataire. Donc, je vais entrer une adresse quelconque. Alors, une adresse qui est valide. On pourra voir peut-être plus tard comment aller les chercher directement dans un carnet d'adresses. Alors, dans le From, automatiquement, on a... c'est mon adresse. C'est ça, tout à fait. Alors, le sujet est important. Il faut vraiment mettre quelque chose qui est significatif, puisque c'est ce que le destinataire va voir dans sa boîte d'entrée. Donc, alors, j'ai mon sujet. Par la suite, j'ai deux champs qui sont optionnels, alors CC et BCC. CC qui veut dire copie conforme. C'est donc que je peux envoyer ce même message-là à une autre personne à titre d'information. La personne sait qu'elle n'est pas le destinataire principal. Donc, c'est comme une copie carbone. C'est ça, c'est une copie carbone. Le BCC, c'est une copie carbone, mais qui est invisible. Donc, le destinataire principal ne sait pas que tu as fait cette copie-là. C'est ça. Et vice-versa aussi, la personne qui reçoit la copie carbone invisible ne connaît pas le destinataire principal. Je peux attacher un document. Donc, si je voulais, par exemple, t'envoyer un document Word, Lotus, peu importe, un dessin, quoi que ce soit, je pourrais attacher ce document-là. Et par la suite, juste en dessous de la ligne grise, j'ai juste à taper mon texte. Donc, c'est le quart de mon message. Un coup que tout ça c'est fait, tout ce qui me reste à faire, c'est de venir cliquer sur le bouton Send et le message sera envoyé. Comment on fait pour vérifier là, si on a du courrier?
Alors, la vérification peut se faire de 3 façons différentes. La première, c'est qu'au moment où on va démarrer Eudora, lui-même va aller vérifier si on a reçu de la poste. La deuxième façon, c'est à l'aide des options qu'on pourra peut-être voir tantôt, on peut définir à tous les X minutes, on peut aller voir si on a de la poste. Et la troisième méthode, c'est d'y aller manuellement, donc avec File et Check Mail. Alors, il y a une communication qui s'établit avec le serveur de courrier et on va avoir un message qui va nous dire « You have new mail » si jamais on a reçu des nouveaux messages. Tout à l'heure, tu nous disais que si on veut envoyer à différents usagers des messages, on peut se faire un carnet d'adresses. C'est ça. Alors, ce qui est intéressant, vous avez sûrement constaté avec l'utilisation que les adresses Internet sont très longues et parfois complexes. Ce qui est intéressant, c'est que dans mon menu Windows ici, j'ai un sous-menu qui s'appelle Nicknames. Surnom. C'est ça. Alors, ce qui est intéressant, on en a plusieurs ici, c'est qu'on peut donner des noms concrets, donc François Thaddée, André Boilly, à des adresses qui, parfois, eux autres mêmes ne le sont pas. Et ce qui est intéressant avec cette boîte de dialogue-là, c'est que je peux me créer ce qu'on appelle une liste de distribution. Donc, je pourrais, par exemple, dire « équipe de hockey » et aller placer les adresses de tous mes collègues. Tous les joueurs, tous les membres. C'est ça. Lorsque tu enverrais un message à équipe de hockey, il l'enverrait à tous les membres. Tout à fait. Alors, si je veux ajouter plusieurs adresses, juste ici en haut à droite, tout ce que j'aurais à faire, c'est d'ajouter une ligne, une nouvelle adresse, et je pourrais, comme ça, ajouter plusieurs adresses là, pour un surnom. Maintenant, voyons les options là, spéciales. Tu disais tantôt qu'on pouvait faire vérifier le courrier à chaque X minutes. Où ça se trouve, cette option-là? OK. Alors, on a ici, dans le menu Special, Configuration. Alors, c'est à cet endroit-là qu'on va définir les configurations principales du logiciel. Si vous regardez juste ici, on a une option qui me permet de dire « Check for mail every ». Présentement, c'est 0 minutes, mais je pourrais, par exemple, lui demander d'y aller à tous les 10 minutes. Et là, à tous les 10 minutes, Eudora irait voir sur le serveur si j'ai reçu de l'information. D'accord. En terminant, chez Conform, est-ce que vous donnez de la formation pour ce type de logiciel? Tout à fait. On a une formation qui va démarrer bientôt sur Internet, qui va comprendre l'introduction à Internet. On va faire un tour avec Netscape, Eudora et certains transferts, téléchargement de fichiers. On te remercie, Ghislain. À la semaine prochaine. Bienvenue. On fait la course avec Yves au retour. Bonjour Yves. Avant de démarrer nos moteurs, on parle d'une compilation de jeux qui ont déjà eu leur départ. Oui, il s'agit de la compilation qui s'appelle Megapack Volume 5 par la compagnie Mega Media Corporation. Il y a déjà beaucoup de compilations sur le marché. Pourquoi celle-ci te semble meilleure qu'une autre? Bien, au départ, elle contient 10 jeux. Tu as plusieurs compilations sur le marché qui contiennent 10 CD, quelques jeux, quelques applications. Mais celle-là, en tant que telle, a 10 jeux. Puis c'est pas des jeux ordinaires. C'est vraiment des bons jeux qui ont eu leur place en 1995. Parce que c'est tous des jeux qui sont sortis en 1995. OK. Et quels sont ces jeux? Bien, il y en a 10 au total. On va commencer par Terminal Velocity, qui se trouve en fait à être la version DOS du fabuleux Fury 3 qu'on voit annoncé là, par Microsoft à la télévision. On a aussi Flight Unlimited Special Edition, qui est un splendide simulateur de vol, sauf qu'il y a un seul appareil qu'on peut voler dans celui-là. C'est le seul jeu qui n'est pas complet. Primal Rage, qui est un jeu de combat adapté de l'arcade. Pinball Fantasy Deluxe, qui est un jeu de machine à boules qui contient 4 tables différentes. Jagged Alliance, qui est un jeu de stratégie assez fantastique où on doit engager des mercenaires afin de capturer différents territoires. FX Fighter, qui est un jeu de combat similaire à Virtua Fighter sur Sega Saturn. Warlords 2 Deluxe, qui est un excellent jeu de stratégie. Great Naval's Battle 4, qui est un jeu de stratégie navale. Pool Champion, qui est un jeu de billard. Et enfin, Entomorph, qui est un jeu de rôle similaire au célèbre Donjons et Dragons. OK. Est-ce qu'il s'agit de versions complètes pour tous les jeux ou simplement de démos? Bien, ils sont tous complets, sauf le Flight Unlimited, comme j'ai dit, qui lui, il y a un seul avion qui est pilotable dedans. Tous les autres sont complets. Pour ce qui est des manuels d'instruction, il y a un seul manuel pour les 10 jeux. Tu trouves environ entre 2 et 5 pages par jeu dans le manuel. Comme on entend souvent dans certains commerciaux, cette compilation doit valoir une fortune, Yves? Pas du tout, François. On peut la retrouver au détail pour moins de 70 $. Maintenant, on parle du jeu Big Red Racing. Oui, c'est un jeu de la compagnie Domark. C'est un jeu de course fantaisiste où vraiment aucune règle s'applique.
Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce jeu? Oui, bien c'est le joueur en tant que tel a le choix entre 16 véhicules différents. Ce qui est amusant, c'est que tu peux te retrouver à conduire un hélicoptère, un Bigfoot, des bateaux, puis même des véhicules lunaires. Tu peux également courir sur 24 parcours différents dans toutes sortes de conditions, telles de la boue, de la neige, de l'eau. Tu as aussi le choix entre 6 personnages différents qui ont leur propre attitude. Tout ça rehaussé d'une musique rythmée de qualité CD. Il y a même une option qui permet d'avoir un commentateur tout au long de la course. Okay. C'est toujours intéressant dans les jeux d'autocourse de pouvoir jouer à deux. Est-ce qu'on peut dans Big Red Racing? Définitivement. Dans celui-ci, il y a 3 façons de jouer à 2 joueurs. La première, c'est par modem. La deuxième, c'est par réseau. Puis la troisième, que je trouve très intéressante dans un jeu de course, c'est de pouvoir jouer à 2 sur le même ordinateur, mais avec un écran séparé. Est-ce qu'on a toujours la même vue, c'est-à-dire on voit le petit véhicule, là? Non, mais dans le jeu en tant que tel, tu vas avoir une douzaine d'angles de caméra qui vont toujours te donner l'angle le plus spectaculaire que tu peux avoir dans le jeu. Je me trompe pas ou tu as aimé ça, ce jeu-là? Tu te trompes vraiment pas. J'ai vraiment trouvé que c'est un jeu très spectaculaire. C'est un jeu que je trouve assez fantastique. C'est un must. En tout cas, selon moi, c'est un must pour tous les amateurs de jeux d'action. D'ailleurs, tout à l'heure, tu jouais avec une grue mécanique, si j'ai bien compris. Oui. Ça va vite, une grue mécanique? Ça va très vite, une grue mécanique. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'aurais pu aussi contrôler ma grue mécanique avec un article, un accessoire assez intéressant. Qui est le Thrustmaster T2 qu'on a ici. C'est ça, le Formula T2 de la compagnie Thrustmaster, qui se trouve être un volant accompagné d'un bras de vitesse puis de pédales de frein et d'essence. C'est un accessoire qui est vraiment très utile pour les gens qui aiment les simulations de course. Est-ce qu'il y a de nouveaux jeux auto de course qui s'en viennent, qui vont vraiment être utilisés par ce gadget-là? Oui, bien, tu vas avoir celui qui est toujours retardé, que tout le monde veut, le fameux World Circuit 2 qui s'en vient, mais tu as aussi les jeux qu'on a déjà parlé, comme IndyCar Racing 2, que tu peux jouer avec. Tu en as plusieurs autres là, que je pourrais énumérer, mais il y en a trop, là, en fait. OK. Et est-ce que c'est dispendieux comme gadget? Ça vaut moins de 200 $, sauf que les gens vont peut-être trouver que ça coûte cher, mais pour les mordus de simulation de course, pour avoir parlé à la plupart de ceux-là qui en ont acheté, ils ont vraiment adoré le feeling que ça donne. C'est vraiment, le contrôle, c'est le jour et la nuit. Puis, comme c'est Thrustmaster, la qualité, je regarde le plastique, c'est un plastique vraiment très solide, c'est pas... C'est un plastique solide, puis quand tu te ramasses au niveau des pédales, c'est également en métal. Okay. Puis, le fait intéressant aussi, des gens me disaient, quand je voulais leur en vendre, que le volant doit glisser dans les mains, mais pas du tout. C'est un volant en caoutchouc, donc le volant ne peut pas glisser dans les mains. D'accord. Yves, on te remercie. Et si les gens veulent avoir plus d'informations, ils peuvent aller te voir chez CompuCentre. Au retour, on planifie nos vacances avec Luc Fortin. Bonjour Luc. Bonjour François. Aujourd'hui, tu nous montres un logiciel qui pourrait aider les chanceux qui vont aller en vacances cet été. Effectivement, on a reçu au magasin un logiciel dernièrement qui s'appelle TripMaker, qui est un logiciel qui est fait directement pour faire des voyages. Donc, exemple, vous voulez faire un voyage, c'est fait directement pour planifier votre voyage, prendre la route que vous allez suivre, voir qu'est-ce que vous allez visiter en descendant, en remontant, et aussi voir qu'est-ce qu'il y a d'autre rendu à destination là-bas. OK, des points intéressants. Exactement, là, pour le voyage. Bon, comment fonctionne le logiciel? C'est très facile à fonctionner. Donc, ici, on a la carte de l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis. Tout ce qu'on a à faire, c'est de prévoir un voyage et d'aller placer une origine et une destination. Alors, prenons exemple Québec. Point de départ, Québec. Ville assez commune. On pourrait peut-être aller à Miami. Ah, Miami, ça serait bien. Donc ici, Québec, là, il est en train de chercher tous les Québec qui existent. Donc, on a un Québec au Québec, on a un Québec au Texas, il y a plusieurs Québec. Donc, on va choisir Québec au Québec. Et on va aller, exemple, à Miami, qui est une destination connue. Et là, il va tout nous sortir les Miami qui sont en Amérique du Nord. Et on en a plusieurs. Souvent, c'est comique de voir les villes qui existent. Alors, je choisis ces deux destinations, je fais OK. Donc là, il va calculer mon voyage, quand même assez rapide. Bon, on vient de voir que ça vient de terminer de calculer. Alors, Québec-Miami, on voit 2874 km, 28 heures, 31 minutes, 4 jours, et ça, c'est la route la plus vite. Et en bleu, on voit le trajet. Exactement. Si je ferme la fenêtre ici, on voit le trajet à droite en bleu. Et là, ça, c'est le trajet le plus rapide. Mais je pourrais dire, ben moi, j'aimerais ça, je sais pas, moi, passer par Boston. Ben on passe par Boston. On pourrait passer, exemple, par Ottawa. On peut venir faire des détours où ce qu'on veut. Et on peut dire, je veux le faire, exemple, sur 8, 9, 10 jours, et on peut le personnaliser. OK, il va recalculer la Exactement, distance. les distances, le nombre de jours que ça prend. Aussi, ici à gauche, on a toutes les options qu'il faut prendre. Donc, pour s'en aller en Floride, en partant de Québec, il faut prendre l'autoroute 440.
pour 9 km. Ensuite, il faut prendre la 73 pour 6 km. Ensuite, on prend la 20 pour 223 km. Et on a même le temps approximatif. Le temps approximatif et les directions qu'on s'en va. Donc, c'est vraiment très, très, très précis. On tombe sur la 87, la 90, la 287. Etc. Sur la carte, on voit des petits drapeaux. On voit des petits drapeaux. Alors, normalement, c'est des places où on pourrait avoir une sieste, où on pourrait arrêter à avoir l'information. Et où est-ce qu'il y a des drapeaux? C'est parce que c'est des villes majeures et on peut avoir de l'information sur cette ville. Donc, si on fait des zooms assez proches, on va être capable d'avoir la ville et même les rues dans la ville, tellement qu'on est capable de zoomer. Alors, on voit ici qu'on a vraiment beaucoup avancé et qu'on est quand même assez proche de Florence et on peut vraiment zoomer encore plus pour avoir n'importe quelle autre information. On voudrait avoir des hôtels, des parcs, des stations d'essence, on pourrait tout avoir. Ce logiciel-là, est-ce que c'est uniquement pour les États-Unis ou c'est pour l'Amérique du Nord, Canada et États-Unis, oui. OK. Et puis, le logiciel est vraiment très précis. On va voir d'ailleurs Québec. On va voir Québec, on voit le boulevard Charest, l'autoroute Duplessis, l'autoroute Henri IV. Alors ça, c'est pour Québec, imaginez-vous, pour toute l'Amérique du Nord. Il y a aussi 250 villes à l'intérieur qui sont détaillées. Ça veut dire que toutes les rues, rue par rue, sont toutes là. Donc, exemple, si vous rentrez à New York, vous pouvez avoir votre ordinateur portatif et ne pas vous perdre. C'est un bon utilitaire pour les voyageurs. Exactement. Maintenant, Luc, on parle des Pentium Overdrive. Alors, je tiens dans mes mains un Overdrive, c'est très petit. Qu'est-ce que ça fait? Un overdrive, ça permet à l'utilisateur d'augmenter la puissance de sa machine sans avoir à racheter une machine neuve au complet. Donc, tout ce que ça a à faire, c'est que l'utilisateur va acheter un overdrive comme ça, mettre ça dans son ordinateur, il va pouvoir multiplier par 2 ou 3 fois la puissance de son ordinateur. Exemple, un utilisateur qui a un DX33 ou un DX266 pour environ 400 $ peut sortir un Pentium Overdrive comme ça qui va le monter à Pentium 83. Donc, on va avoir vraiment une bonne vitesse qui va beaucoup accélérer l'ordinateur. L'avantage qu'on a avec ça, c'est que l'utilisateur, ça ne coûtera vraiment pas cher. Il va garder sa carte maîtresse, sa mémoire, sa carte vidéo, ses périphériques, ses disques durs, ses programmes. Tout ce qu'on a à faire, on enlève l'ancien, on met lui à la place. Par contre, ce n'est pas tous les systèmes qui peuvent accepter ça. Où est-ce que ça s'ajoute, cette composante-là, par-dessus le processeur? Ça dépend des ordinateurs. Il y a des cartes maîtresses qui vont avoir déjà le premier processeur et qu'on va le mettre tout simplement à côté. Le premier va tomber inactif. Ou on enlève tout simplement l'ancien processeur et on en remplace lui par le deuxième. Mais il faut absolument vérifier dans le livre du manufacturier pour avoir l'information, comment on peut faire pour aller justement aux mises à jour de Pentium comme ça. OK. Cet overdrive-là est muni de ce qu'on appelle un heat sink. Oui, ce petit ventilateur va permettre justement au processeur de devenir plus froid. Parce qu'un processeur comme ça, il va terriblement chauffer quand il va être branché dans l'ordinateur. Donc, pour refroidir le CPU, on met un petit ventilateur comme ça pour pouvoir le rafraîchir. Le ventilateur est branché directement sur la carte maîtresse, donc aucun filage à brancher. On met l'overdrive dans le trou et zoup, ça marche. OK. Si on veut en acheter un pour notre ordinateur, qu'est-ce qu'on doit vérifier? Qu'est-ce qu'on doit vérifier? Bien, premièrement, ce qu'il faut vérifier, c'est si le manufacturier permet d'avoir un overdrive dans son ordinateur. Donc, généralement, dans le livre du manufacturier, c'est inscrit. Ou on peut aussi ouvrir la boîte pour voir si sur le socle, il n'y a pas une rangée de pins qui ne sert à rien. Justement, ça serait que le socle serait justement possible de remettre un de ces overdrives-là. Il y a plusieurs vitesses dans ça. On peut monter au DX400, au DX266 ou dernièrement sorti l'overdrive Pentium 83 pour les 486. Il s'en vient prochainement les overdrives pour les Pentium existants, Pentium 60, 66 et 90. Luc, on te remercie. On se revoit la semaine prochaine. Donnez-moi quelques instants pour que j'entre en cybertrance. Je ne vous le cacherai plus, cette semaine, j'ai déniché quelques sites mystiques sur Internet, du tarot au biorhythme en passant par Nostradamus, tout y est sur Internet. Nous commençons tout d'abord avec un site sur le tarot qui est là depuis quelques années sur Internet. De la façon dont on procède, on choisit d'abord le type de jeu de cartes, que ce soit un jeu de Renaissance ou celtique. Ensuite, on effectue notre tirage. C'est un tirage journalier de 3 cartes ou un tirage un peu plus compliqué, c'est-à-dire celtique. L'ordinateur nous enverra ensuite nos cartes de la journée avec une analyse de chaque carte et non une analyse globale du tarot. Maintenant, on a un site sur l'horoscope chinois qui comprend les 12 signes, que ce soit dragon, tigre ou bœuf. Si vous ignorez votre signe astrologique chinois qui est en fonction de votre année de naissance, à la fin, il y a une petite section qui vous indique exactement quelle année correspond à quel signe. Par exemple, 73, ça correspond à bœuf, ox en anglais. Si on regarde maintenant du côté du biorhythme, le site qui nous présentait le tarot présente aussi ce type de biorhythme
qui est très simple. On entre alors le mois, le jour, l'année, et ensuite on génère notre biorhythme. Alors on a les 3 courbes habituelles, intellectuelles, émotionnelles et physiques, avec une petite analyse du biorhythme. C'est simple. Maintenant, Patrick Vassiliev, qui se décrit comme étant le premier astrovoyant de l'Internet en France, a sa page web. Il nous apprend à tirer les cartes du tarot. Qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve des définitions, des différents termes utilisés au tarot, de même qu'une interprétation des différents tirages possibles, c'est-à-dire les différents types de cartes, que ce soit l'empereur, le pendu, la justice, etc. Aussi, il nous indique comment comprendre les symboles de l'astrologie zodiaque, c'est-à-dire bélier, taureau, etc. De même que la signification des maisons. Si on regarde du côté du lion, Patrick Vassiliev ne nous donne pas un horoscope du jour, mais bien une signification du symbole au sens large. Maintenant, Nostradamus, ou si vous préférez Michel de Notre-Dame, a une page web dédiée à lui. On y retrouve les extraits complets des centuries, les 10 centuries. Par exemple, ici, on a la 10e centurie. Nous avons les versets originaux, les sixtins, en latin, en ancien français, et aussi traduits en anglais. Vous vous interrogez sur la signification de vos rêves, eh bien, il existe des pages sur Internet dédiées à ce sujet. Il y a même une page où vous pouvez transmettre à un expert le contenu de votre rêve et gratuitement, il va l'analyser pour vous. Malheureusement, c'est en anglais, mais je suis certain que dans un avenir rapproché, d'autres pages seront en français. Ce qui est important à noter de ce côté-là, c'est que, contrairement au service télévisé qui coûte 5 $ la minute, Internet, dépendamment de votre fournisseur, ne vous coûte que 2 à 3 cents la minute. C'est un pensez-y bien. Alors, ça vaut la peine de consulter plusieurs de ces sites. On vous donne toutes les adresses sur notre page web dans le sommaire de cette semaine. C'est déjà tout pour cette semaine. Je vous rappelle que l'émission Micro-Info est en première diffusion le vendredi à 20 h et en reprise toute la semaine. Bonsoir.